Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire mon bilan de septembre. Un gros mois, j'avoue que j'ai beaucoup lu. J'ai eu moins de travail, on va pas se mentir, donc autant en profiter pour lire et préparer un peu déjà la fin d'année, puisque voilà, il va y avoir des romances de Noël, des romances d'automne. Ça va être assez thématique finalement. On commence par les lectures. 3 étoiles. Une romance évidemment, High Hopes de Ava Reid, une romance dans le milieu hospitalier. Ça plaira sûrement aux fans de Grey's Anatomy parce qu'on retrouve vraiment les gardes, l'adrénaline des urgences, etc. La fin notamment est un peu étonnante, j'avoue je m'attendais pas à ça, et laisse prévoir un deuxième tome tout aussi fou, on va dire ça comme ça. C'est surtout sur la romance en tant que telle que j'ai pas été forcément hyper emballée, notamment sur certaines réactions des personnages que j'ai pas toujours comprises. Bon, ça arrive. Donc très sympa, mais je pense que je suis pas le public pour, surtout finalement le milieu hospitalier, même si c'était très intéressant, c'est pas ce qui me passionne le plus. Fantastique histoire d'amour de Sophie Divry. On me l'a vendu comme un superbe mélange des genres, donc je m'attendais à quelque chose de vraiment original. Je cherche encore. Alors oui, il y a une partie aventure, un peu course-poursuite, etc. Et une partie histoire d'amour, comme son nom l'indique, même si elle prend finalement pas tant le pas que ça sur l'histoire, dans un univers un peu, pas science, mais en fait on va avoir deux personnages qui n'ont rien en commun, qui vont finir par se retrouver bien malgré eux pris dans une histoire rocambolesque, pleine de péripéties, et c'est notamment lié à une invention du CERN, voilà, d'où le côté scientifique. C'est un bon bouquin, et j'avoue qu'il y a des moments où je savais pas trop où ça allait, je cherchais à être surprise, je ne l'ai pas été, et il y a quelques points d'écriture qui m'ont un peu gênée, notamment sur la représentation de certains personnages. J'en dirai pas plus, mais voilà, j'ai un peu tiqué. Donc voilà, pour ça que ce n'est qu'un 3 étoiles, même si après voilà, j'ai réussi à le finir. C'était somme toute parfois sympathique, et c'est vrai que c'est assez dynamique pour le coup, il y a beaucoup de rebondissements, mais ça ne m'a pas marqué comme moi j'aurais aimé que ça fonctionne chez moi. Body Check de Elle Kennedy. Alors c'est une romance qui a été écrite il y a 20 ans je crois, bon peut-être pas. En tout cas c'est la première romance de l'autrice qui a été réécrite pour l'occasion de sa reparution entre guillemets. Et je me dis heureusement qu'elle l'a réécrite parce que sinon je sais pas ce que ça donne. J'ai pas du tout aimé. Ça commence tout de suite par du cul, ce qui en soi bon, pourquoi pas, mais j'ai pas trouvé ça forcément très bien amené dans l'histoire. Et l'intrigue qui pourrait être intéressante autour du père de l'héroïne et de ses magouilles, etc., finalement ce n'est qu'une excuse et on n'en parle pas tant que ça et c'est un peu dommage. Je sais pas, voilà, j'ai pas adhéré à la romance non plus et j'ai trouvé ça, bon, enfin, sympathique mais vraiment sans plus. Voilà, on va dire que j'entends que c'est un premier roman, donc évidemment, j'imagine que l'autrice ensuite s'est améliorée sur plein de points, mais on sent que c'est pas... ouais, que c'est un peu bancal, on va dire ça comme ça. Falling Like Leaves de Misty Wilson, romance d'automne. Alors là c'est du young adulte et ça fait du bien parce que du coup, pas de smut, c'est agréable, on va pas se mentir. Donc romance d'automne, small town, une adolescente qui voyait déjà sa vie new-yorkaise est obligée de partir avec sa mère qui se sépare plus ou moins de son père et se retrouve dans un petit village américain typique et elle va y arriver donc, pour la rentrée à peu près septembre et ça commence par un festival d'automne. Donc voilà, donc cette ambiance-là, j'ai adoré. Les petits marchés de producteurs, les courses dans les champs, l'ambiance automnale, vraiment comme on peut avoir dans une comédie romantique Netflix, ça j'ai beaucoup aimé. Mais je crois qu'il a fallu qu'à la fin je me dise que c'était du young adulte, vraiment parce que les personnages, enfin surtout elle, l'héroïne, est parfois vraiment énervante. Elle est très égoïste et elle s'en rend compte qu'à la fin. Mais voilà, il y a des moments un peu pénibles. Mais bon, était-on vraiment mieux quand on avait 17 ans? Je ne suis pas sûre. Donc ça m'a permis de redescendre un petit peu et de me dire voilà, faut pas que je m'attende à des réactions d'adultes puisque ce sont des adolescents, voilà, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il faut prévenir, ce sont des adolescents avec des réactions d'adolescents, donc parfois un peu étranges, un peu énervantes, on va pas se mentir, mais ça reste très sympa à lire, voilà, bonne romance d'automne si on a envie de quelque chose d'un peu cosy, qui se lit sous un plaid près d'un feu de cheminée. Un gentleman sous le sapin, Anna Scott, première romance de Noël 2025, et ça commence pas très bien pour moi, parce que j'ai été assez déçue, on va pas se mentir. Ça commençait bien, il y avait un potentiel vraiment de comédie, avec une héroïne qui se voit pas imposer mais proposer un colocataire qu'elle imagine être un acteur porno gay. Et bon, ça paraît too much mais c'était un peu l'intérêt, ça m'aurait pas déplu ce côté un peu what the fuck et complètement décalé, si ce n'est que il finit par savoir qu'elle pense ça et à aucun moment il ne la reprend, et c'est très long. Et à la fin il y a beaucoup de rebondissements qui sont très pénibles, l'héroïne est vraiment chiante, désolée du terme, mais à la fin, elle me sortait par les yeux. Le héros finit par lui dire ses quatre vérités, oui merci, et au final il lui pardonne. Bon, on a un peu de mal à comprendre, c'est la magie de Noël j'imagine, mais moi là c'est le moment où on m'a perdu complètement. Faire des personnages avec des insécurités c'est cool,
mais je sais pas, faut les travailler et pas en faire juste des persos relous quoi. C'est un peu pénible, et finalement du coup le côté un peu drôle du début n'est pas si décalé que ça, et c'est bien dommage. Donc ça, non, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça fonctionnera sûrement, il y a des gens qui aimeront, je n'en doute pas une seconde, mais moi ça ne l'a pas fait. On va passer au roman 4 étoiles avec une novella, Graveyard Shift, de M.L. Rio, donc l'autrice de If We Were Villains. J'avais adoré ce roman, donc c'est avec plaisir que je me suis lancée dans cette novella. On va suivre des personnages qui n'ont pas grand chose en commun, si ce n'est qu'ils se retrouvent toutes les nuits pour fumer dans un cimetière, et ils découvrent une tombe fraîchement creusée. Ça va être le début d'une enquête, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance évidemment, très gothique, c'est vraiment un conte macabre qui prend une direction inattendue mais que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, on va suivre, c'est vraiment le temps d'une nuit, d'une insomnie, on va suivre ces personnages et la résolution de ce mystère. Ça reste une novella, donc voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de hyper profond, mais je trouve qu'en une centaine de pages, elle arrive vraiment à créer quelque chose d'atmosphère, d'ambiance, et ça j'adore, tout en ayant quand même voilà, une intrigue qui se déroule et des personnages somme toute assez intéressant. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, ça a été une bonne surprise, et c'est vraiment le genre de lecture, si on veut une lecture courte pour l'automne dans une ambiance un peu spooky, c'est absolument génial. Divine Rivalité de Rebecca Ross, là c'était plus compliqué, j'ai beaucoup aimé, mais tout le monde disait que c'était un chef-d'œuvre, et j'irai pas jusque là. On parlait de la plume, oui c'est joli, mais j'ai pas trouvé ça non plus renversant. Par contre l'ambiance de guerre, de correspondants, etc., à la fin j'avoue c'était très émouvant, et en même temps la guerre qui n'est pas émue par ce genre de contexte. La romance est très choupie, Roman est incroyable. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, je m'attendais vraiment à être estomaquée sur le cul en me disant waouh, incroyable, c'est génial, puisque c'est ce que tout le monde semble penser en lisant ce bouquin. Et c'était très chouette, mais j'ai pas non plus été waouh, enfin voilà. Donc il faut se faire son avis, ça reste une très bonne lecture et ça reste une jolie plume, on va pas se mentir, mais honnêtement, dans le paysage fantastique actuel, il y a des plumes vraiment plus belles. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas été enchantée par la plume. Welcome to Fée Café de Jennifer Kropf. Ce bouquin, faut vraiment le voir pareil comme une comédie romantique Netflix, c'est-à-dire que c'est cocooning, c'est cosy, ça fait du bien. Faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, mais on s'en fout parce que c'est pas le propos. C'est décalé, c'est très drôle, puisqu'on a une héroïne qui tue complètement accidentellement un fée, et du coup il était proche malheureusement d'un prince fée qui va débarquer dans le monde humain pour se venger. Et rien ne va se passer comme prévu, les maléfices vont se retourner contre lui, ils ne comprennent rien au monde humain, du coup ils n'arrivent pas du tout à passer inaperçus et c'est très drôle. Voilà, faut le voir vraiment comme une comédie décalée et déjantée. La romance finalement est assez légère, elle arrive à peine à la fin, c'est vraiment plus un côté un peu Found Family qui est très cool, plus beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est une lecture pas prise de tête, qui fait rire, et avec un petit peu d'émotion, mais voilà, faut pas s'attendre à autre chose non plus, mais dans ce genre-là, en tout cas, c'était vraiment très cool. Crime sur le paillasson d'Alan Bradley, un cosy mystery qui est paru il y a longtemps et qui est réédité chez Verso actuellement, et j'ai beaucoup aimé le personnage principal de Flavia, qui a un petit air de mercredi, dans ce sens, voilà, très curieuse, très impertinente, passionnée par les poisons, voilà, un peu macabre sur les bords, mais hyper attachante, très intelligente. Et voilà, elle va mener l'enquête sur un cadavre retrouvé dans le jardin, dans le potager, qui va l'emmener, voilà, sur un secret de famille, on pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas en lien avec son père. Je sais qu'il y a eu des retours comme quoi c'était parfois un peu long. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses, ces sortes de petites digressions autour du personnage de Flavia, justement, où on comprend mieux qui elle est et pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça. Moi j'étais franchement embarquée, je l'ai lu très très vite et j'ai adoré voilà, ce petit humour noir un peu impertinent du personnage, c'était pour moi cerise sur le gâteau. La Cité des Morts de Kate Moss, 4e et dernier tome de la saga qui a commencé par la Cité de Feu. J'avais eu un vrai coup de cœur avec la Cité de Feu et j'ai lu du coup les 4 tomes avec grand plaisir. On termine cette saga familiale, alors qui du coup s'étale sur 200 ou 300 ans, je sais plus exactement les dates. On commence voilà sur les guerres de religion, on termine 17e, 18e siècle, voire 19e d'ailleurs dans celui-là vers la fin. Et on est en Afrique du Sud, donc encore un autre cadre, et j'ai adoré retrouver de nouveaux personnages, toujours dans cette quête de vérité sur ce qui s'est passé sur les générations précédentes, et en même temps tout ce cadre colonisateur, etc., qui est hyper intéressant, et toujours de religion évidemment. Seul regret peut-être, et c'est la fin déjà, mais surtout, à un moment on a une grosse ellipse de temps pour changer de personnage vers la fin, une 3e partie. Et je trouve ça un peu dommage et un peu rapide sur la fin. Ce côté, voilà, ça fait 4 tomes qu'on est avec cette famille et je sais pas, je pense que j'espérais encore un peu plus de ne pas les quitter comme ça, même si ça reste une très belle fin. Enfin, que je trouve qu'il clôt bien la saga. Donc, bref, en tout cas, moi je trouve que c'est une saga familiale à lire. Si on aime le cadre historique saga familiale avec des personnages hyper attachants, de nombreux rebondissements, on ne s'ennuie pas, c'est hyper passionnant, il faut lire cette saga. Voilà, tout simplement.
Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra, c'était mon 12 Books Challenge septembre. Un bon bouquin aussi assez épais et qui parle d'un sujet super intéressant qui est les réseaux sociaux à l'adolescence notamment. On va suivre une jeune fille de 16 ans qui est en seconde, qui va plonger dans un cercle vicieux parce qu'elle cherche l'approbation absolue d'un certain groupe de gens qui sont un peu les stars du lycée, et ça commence par une invitation à une fête d'Halloween qui est censée être réservée au terminal, et évidemment elle est invitée, et voilà, elle va intégrer ce groupe, et donc c'est une quête d'identité, mais avec toujours ce biais de l'apparence, de l'acceptation par un groupe, par les réseaux sociaux, donc ça dénonce énormément ça évidemment, jusqu'à un point où ça va aborder la question du cyberharcèlement. Donc un sujet super important je trouve, parce qu'on voit en fait à quel point ça part de rien et jusqu'où ça va, mais c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, c'est la fin, que je trouve un peu incompréhensible. Enfin d'un seul coup on passe sur autre chose et on voit pas trop le rapport avec le reste. Du coup on a l'impression d'avoir lu, je crois que c'est 700 pages quand même, donc peut-être 500, 550 pages sur un sujet hyper intéressant, puis d'un coup il y a une fin et il y a un rapport, mais je sais pas comment dire, on change un peu d'univers et perd un peu le reste du début, et c'est vraiment dommage. Donc bon, à lire quand même pour le sujet super important du cyberharcèlement et de cette réflexion sur les réseaux sociaux, l'appartenance, cette volonté à tout prix d'appartenir à un groupe, quitte à ne plus être soi finalement. Ça pose pas mal de questions. L'éclat et la nuit de Lysandre Azaello, un premier tome qui est un peu dans la veine de Langrange-Tan par exemple, même si j'ai préféré Langrange-Tan, avec un système magique super original, inspiré des étoiles et des constellations. On a un personnage féminin qui est hyper intéressant par contre, parce qu'elle est très manipulatrice, elle est déterminée, elle agit de manière réfléchie et intelligente, ce qui change parce que des fois on peut être pleine de vengeance et un peu débile. Elle a ce truc vraiment d'intelligence et de finesse, même si elle est parfois dépassée par les événements évidemment, mais j'ai beaucoup aimé la construction du personnage qui en plus est difficilement attachant au départ parce qu'elle a ce côté très je veux réussir à tout prix et je suis prête à tout pour y arriver, même si on découvre des failles évidemment au fur et à mesure, mais j'ai trouvé vraiment la construction du personnage principal hyper intéressant, en plus d'un système magique original. Et si on aime le côté complot, manigance, on sait plus trop qui dit la vérité ou pas, c'est assez génial, avec une écriture quand même très fluide, très jeune adulte, mais quand même complexe. Donc voilà, une bonne surprise aussi. The Austin Academy, Victoria Bath, une réécriture contemporaine de Orgueil et Préjugés qui marche plutôt bien, étonnamment. J'étais parfois un peu saoulée par l'abus d'anglicisme et d'argot de jeunes. Le personnage de Lydia notamment est un peu caricatural je trouve, mais en même temps elle est un peu dans l'œuvre originale aussi. Et donc on se retrouve cette fois-ci dans un lycée. Donc voilà, on retrouve les mêmes personnages. Ce qui est assez cool, c'est qu'on retrouve les scènes cultes du roman ou du film si on l'a vu, et on se demande comment est-ce qu'elles vont réussir à retravailler ça pour en faire quelque chose de moderne. Et ça marche plutôt bien. Il y a de l'émotion évidemment, si on aime Orgueil et Préjugés ça marche, mais en abordant aussi évidemment des nouvelles choses puisque c'est adapté à notre époque, donc avec des nouvelles réflexions. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas Orgueil et Préjugés, mais c'est une très bonne réécriture moderne qui marche plutôt bien, avec un côté très adolescent qui est plutôt chouette. Une citadelle en enfer de François-Henri Soulier, un roman dont vous êtes le héros, qui m'a fait bien kiffer. C'est un jeu littéraire qu'on connaît quand on est enfant mais qu'on ne trouve plus trop quand on est adulte. Et donc là on a un polar, on est dans la cité de Montauban en plein siège dans la guerre de religion entre catholiques et protestants, et il y a un mort. Voilà, de chapitre en chapitre, en fonction de nos choix, on va essayer de découvrir la vérité sans mourir, parce qu'évidemment c'est loin d'être un cadre simple pour enquêter. Je suis assez fière parce que j'ai réussi à résoudre l'enquête d'une traite sans mourir, mais il y a eu vraiment plusieurs moments où je pense que ça s'est joué à pas grand chose sur le choix, et donc c'est vraiment très chouette de revivre ce côté littéraire. C'est une expérience assez sympathique, et je suis d'accord par contre, je pense que c'est quelque chose à faire au moins à deux, dans le sens où on peut discuter des choix qu'on fait et le vivre vraiment comme un jeu à plusieurs plutôt que comme une expérience solitaire, même si ça reste très chouette à faire tout seul. Zotique de Clark Ashton Smith, un classique puisque l'auteur était un ami et contemporain de Lovecraft, et donc on retrouve ce côté nouvelle, un peu horrifique, fantastique, mais dans un cadre assez différent puisque là on est plus sur quelque chose avec des nécromanciens, de la magie, des ghouls, des démons, ce qui est un peu moins Lovecraftien pour le coup, qui est plus ancré dans le monde réel. Fantastique, là on est vraiment dans de la fantaisie avec un univers inventé, mais c'est une plume très riche, très belle. Par contre c'est pas l'ami de Lovecraft pour rien puisque a priori il aime pas trop les femmes ni les étrangers, avec des descriptions un peu qui sont d'époque, on va dire ça comme ça, mais sinon le reste de l'écriture est assez ouf. Après ça reste un recueil de nouvelles, donc c'est vrai que j'ai picoré, j'ai mis du temps à le lire, je dis des nouvelles de temps en temps, mais je comprends l'impact que cet auteur peut avoir, et je trouve qu'il mériterait d'être aussi connu que Lovecraft, si on pardonne misogynie, racisme, etc. Parce qu'il crée un autre univers très très intéressant, qui marque l'imagination en tout cas.
Polysécure de Jessica Fern, je vais aller très vite sur ça, c'était une lecture en anglais et c'est du développement personnel qui travaille la question de l'attachement et du polyamour. Thème qui m'intéresse particulièrement, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça commence par des chapitres sur la théorie de l'attachement, qu'on soit polyamoureux ou pas, et ça je pense que ça peut parler à tout le monde. Ensuite, ça parle des difficultés inhérentes à l'attachement dans un cadre polyamoureux, où évidemment il y a des défis par le fait d'avoir plusieurs relations, mais ça aborde aussi d'ailleurs ce qu'est le polyamour et toutes les formes que ça peut prendre, hein. C'est toujours intéressant. En tout cas, ça interroge la mononormativité, et rien que pour ça je trouve ça intéressant, la mononormativité étant l'idée que on doit être forcément dans des relations monogames, et juste pour ça je trouve que c'est intéressant à lire. Noblesse oblige, Maïwenn Alix, une dystopie, uchronie, que j'avais envie de lire depuis longtemps, et là j'étais contente de pouvoir le lire en poche. Il faut imaginer la France si la Révolution française n'avait pas réussi, et donc on est toujours dans une monarchie. Mais une monarchie qui a su s'adapter évidemment avec le temps, et qui maintenant a pris en charge notamment tout ce qui est chaînes télévisées, etc. Et qui met en place des téléréalités. Et c'est dans ce cadre que Gabrielle va être choisie pour intégrer Noblesse oblige, une télé-réalité qui permet à des roturières mais au sang pur de peut-être rencontrer l'amour auprès de nobles, etc. Sauf que cette édition est un peu particulière puisque Gabrielle d'un côté est une résistante, et donc elle est là-bas en espionne, mais elle doit pas se faire avoir évidemment, et il va y avoir des candidats un peu particuliers à cette saison-là qui vont la mener là où il ne s'y attend pas. C'est assez sombre, le personnage de Gabrielle est super intéressant. Sur certains rebondissements, je l'avais vu venir, ça reste plutôt young adulte, jeune adulte, mais ça reste bien écrit, très haletant, on a envie de savoir comment Gabrielle va s'en sortir même si on sait certaines choses. La fin est vraiment intéressante. Et je trouve que c'est vraiment le personnage de Gabrielle qui vaut le détour. Pareil, elle est maligne, elle est intelligente, elle sait s'adapter à cet univers très particulier. Et je trouve ça toujours fascinant, les ambiances télé-réalité, justement, qu'elle part est inventée, créée pour le jeu ou est réelle. C'est assez bien fait, donc vraiment une lecture très addictive, et je comprends son succès. Les Mouettes Mission Iran de Thomas Cantaloube. Alors c'est un tome 2 mais que j'ai lu pour le Book Club Cube, mais qui peut se lire seul puisque c'est une nouvelle mission au sein de la DGSE. C'est inspiré de la série Le Bureau des légendes que je n'ai pas vue, mais pareil, ça ne m'a pas gênée pour lire le bouquin. C'est du roman d'espionnage, ça se lit vite, c'est assez addictif, il y a quelques points de géopolitique qui sont super intéressants parce que ça se passe vraiment dans notre monde actuel, et donc il y a voilà toutes ces questions entre les États-Unis, la Russie, l'Iran, etc. Enfin voilà, il y a des choses très intéressantes à découvrir d'un point de vue géopolitique et historique. Après, c'est pas le meilleur roman d'espionnage que j'ai lu, mais franchement ça se lit tout seul, c'est addictif, on s'attache au personnage. La mission ne se passe évidemment pas du tout comme prévu, donc on finit par suspecter tout et tout le monde, mais c'est très chouette, et ça se termine vraiment comme une série. On sent le côté cinématographique de la chose, puisque ça se termine sur un cliffhanger, comme une fin d'épisode de série, où on n'a qu'une envie, c'est de lire le tome suivant, qui pour l'instant n'est pas encore là. Mais même si l'enquête, même si la mission se termine, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore résolues et qui donnent envie de lire la suite. Le voleur de la reine, tome 1 et 2 de Megan Wallen Turner, une reparution chez Toussaint Louverture dans une très belle édition. C'est une saga fantasy de 6 tomes, qui est à la base une saga jeunesse, mais que honnêtement je trouve qu'il y a une forme de complexité où on prend pas les ados pour des cons, et ça fait du bien. Dans un univers du coup fantasy très méditerranéen, inspiré de la Grèce antique, le soleil brûlant, les oliviers, des divinités qui sont clairement inspirées de la mythologie grecque. Et on va suivre un voleur, plutôt fier et en même temps très doué, qui va être sorti de prison pour aller récupérer une pierre faiseuse de roi. Et on va traverser 3 royaumes qui sont pas en guerre, mais voilà, qui ne s'entendent pas forcément très bien. Et j'aime bien parce que là, il n'y a pas trop de bataille, c'est vraiment plus une aventure épique, beaucoup de faux semblants, de mensonges, de complots, d'intrigues politiques, et ça c'est vraiment très chouette, notamment dans le tome 2. Et en même temps on a ce personnage qui raconte l'histoire et qui, on va le découvrir finalement, n'est peut-être pas toujours le narrateur le plus fiable, ou en tout cas il ne dit pas tout dès le début évidemment, mais du coup voilà, on va de surprise en surprise, ça se lit très bien, c'est à peu près 250-300 pages le tome, donc franchement ça se lit bien, le travail éditorial est assez chouette dessus, on va pas se mentir. Donc pareil, une très bonne découverte, et je comprends aussi son statut un peu de classique de la fantasy et pourquoi ça a inspiré d'autres auteurs et autrices après. Pucking Wild d'Emily Raffs, le tome 2 après Pucking Around. On sort du polyamour puisque cette fois-ci on est sur une relation avec 2 personnages uniquement, mais qui aborde d'autres thèmes très durs et très intéressants, notamment Tess qui est dans une relation toxique à souhait, et c'est super intéressant de lire toutes les méthodes qu'il utilise pour la garder un peu sous sa coupe même si ça ne marche pas. Après c'est comme le premier tome, il y a beaucoup de cul, mais comme je disais souvent, Emily Raffs a, je trouve, l'avantage au moins d'écrire du smut original avec des scènes qu'on lit vraiment pas partout, et ça c'est plutôt cool. Après on aime ou on n'aime pas, des fois voilà, ça part dans des actes où ah ok, bon pourquoi pas, voilà, faut être un peu ouvert d'esprit on va dire sur ça, mais au moins on n'a pas l'impression de lire les mêmes énièmes scènes de smut qui
des fois je trouve se ressemblent tout le temps avec toujours les mêmes actes dans le même ordre. Bon voilà, c'est un peu chiant. Là au moins c'est vraiment original, ça se lit très vite, on devine déjà le tome 3 dans ce tome 2 et je pense que je lirai le tome 3. J'avoue que à chaque fois, même s'il y a beaucoup de cul et que ça me fatigue un peu, je trouve que les thématiques qu'elle aborde à chaque fois dans ses romans sont hyper intéressantes et originales, donc c'est ça qui me plaît. On passe aux lectures 5 étoiles. Face aux ténèbres de William Styron, tout petit livre, je vais pas m'étaler dessus. En fait, c'est l'auteur qui aborde son histoire face à sa dépression et comment l'hôpital d'ailleurs, enfin son hospitalisation l'a sauvé. Mais c'est vraiment très intéressant pour parler de santé mentale et de dépression, de la manière dont voilà, ça peut être mal compris, de la souffrance que c'est. Je trouve que si on s'intéresse à ces sujets-là, c'est vraiment une très belle lecture, très pertinente et très intéressante. Alors, c'est son point de vue évidemment, et il le dit, il dit pas qu'il a le monopole du vécu de la dépression, mais c'est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai lu 2 mangas, Les Carnets de l'apothicaire tome 15 qui venait de sortir et Free Run tome 12. Pareil, je vais pas m'étaler dessus, mais comme d'habitude, toujours aussi bien. Et j'ai surtout lu le tome 6 du light novel Carnet de l'apothicaire, où j'ai enfin la suite de l'histoire. Et j'ai adoré ce tome, même si on voit plus assez Jinchi à mon goût. Mais il se passe plein de choses, comme d'habitude. L'intrigue continue de se développer, de se résoudre sur certains points. J'ai qu'une hâte lire le tome 7. Enfin voilà, franchement, Les Carnets de l'apothicaire, c'est à lire, que ce soit sous forme de manga, d'anime ou de light novel, on s'en fout. Il faut découvrir cet univers. The Mean Ones de Tatiana Schlottebaun, lu en VO, c'est de l'horreur, mais c'était génial. Sadie est une jeune femme qui essaye d'avoir une vie normale, alors qu'elle voit des choses, entend des choses, et parfois va dans l'autre place, l'autre endroit, où elle vit des choses assez gore et assez horrifiques, mais pour elle ce n'est qu'un syndrome post-traumatique, parce qu'elle est la seule survivante d'un horrible meurtre qui s'est passé quand elle avait 12 ans dans un camp de vacances. Et on va alterner en fait ces 2 époques. L'époque actuelle où avec son petit ami, elle va finalement être invitée dans un week-end dans la forêt qui va réveiller tous ses traumatismes d'enfance. Et on va alterner avec ce qui s'est réellement passé à cette époque et comprendre comment elle en est arrivée à survivre à cet événement traumatisant. La fin est géniale. Moi je l'ai trouvé un poil rapide. Au début j'avais mis 4 étoiles mais au final c'était tellement bien que je suis remontée à 5. Un poil rapide à mes yeux mais qui est parfaite je trouve avec le personnage et l'ambiance et l'univers. Les scènes horrifiques sont hyper visuelles mais bien décrites, pas trop. L'alternance de point de vue est hyper intéressante et aborde des sujets importants, notamment le harcèlement. Et toutes ces phases dans l'autre endroit, qui en fait c'est notre monde mais inversé et très glauque. Il y a des scènes voilà, qui visuellement très fortes. Franchement j'ai adoré. Le tisseur d'histoire de Meg Schaffer, on change complètement d'univers. Là c'est hyper touchant, j'ai fini un peu en larmes. On va suivre Lucy qui n'a qu'une envie, c'est d'adopter Christopher, un jeune garçon orphelin, voilà, sauf qu'elle n'a pas forcément ni les moyens ni tout ça. Et elle va avoir peut-être l'occasion de changer ça quand elle est invitée sur une île, l'île de l'horloge, où vit un célèbre écrivain de romans jeunesse, a décidé de faire une semaine d'énigmes, de devinettes et de jeux pour remporter quelque chose. Sauf que voilà, ça va la ramener aussi à son passé à elle et à faire face à certaines choses. Il y a de la romance, il y a une magnifique relation entre Lucy et Christopher qui est vraiment très touchante. J'ai adoré le côté un peu presque Alice au Pays des Merveilles, en tout cas Lewis Carroll, avec ce côté très absurde dans les devinettes de l'auteur. Enfin voilà, c'est vraiment tout plein d'émotions et j'ai adoré l'intrigue et l'ambiance. Il faut un peu de temps pour que ça se mette en place, mais ça m'a pas choqué. Mais à partir du moment déjà on arrive dans la partie 2, c'est-à-dire vraiment sur l'île avec les devinettes et tout, là j'ai été complètement prise et j'ai dévoré jusqu'à la fin. Vraiment une très belle découverte pleine d'émotions. System Universe tome 3, enfin j'ai adoré ce tome. C'est la saga de l'RPG que j'aimais le moins, alors tout est relatif, j'aimais beaucoup, mais que je trouvais moins développé, moins abouti que les autres. Ça se lisait bien, mais bon, j'étais pas forcément emballée. Et là, avec ce tome 3, ça change enfin. J'ai vraiment adoré ce tome. Derek et sa drôle d'équipe arrivent à Savannah, ils vont s'installer, et donc là, on va vraiment découvrir un peu les destins, les orientations de chacun, le fait qu'ils se retrouvent, qu'ils se développent, il va y avoir de nouvelles opportunités évidemment. Derek, on sent moins ce côté surcheaté qui me saoulait un peu dans les premiers tomes, et on le voit sous une autre perspective, et je pense que c'est ça qui m'a plu. La fin, il y a un combat épique à souhait qui est assez génial. Là, j'ai hâte de lire la suite. Donc peut-être un petit temps d'adaptation sur cette saga. Ça ne dépasse toujours pas Primal Hunter, désolée. Mais ça y est, je suis enfin prise dans la saga. Et on termine avec mon coup de cœur du mois, Aeronopolis de Glenn James Brown. C'est une merveille, je vais essayer de faire vite, mais c'est vraiment un roman à lire parce que la forme est originale. On commence par une partie épistolaire, on sait pas trop où ça va. Ensuite, on change de personnage et d'époque et on change aussi de forme. Et ça continue comme ça sur 6 personnages. Et en fait, on comprend qu'on est à Aeronopolis, une cité ouvrière du nord de l'Angleterre, qui est en train d'être détruite, on va dire, suite à la crise des logements sociaux. Donc c'est aussi un roman social, évidemment, hyper intéressant, qui parle de la classe ouvrière. Il y a un petit côté fantastique avec une légende urbaine qui fait un fil rouge à travers les 6 personnages,
qui ajoute ce petit côté fantastique, horrifique que j'adore. Mais franchement, c'est une vraie bouffée d'air frais parce qu'on a une forme originale avec un fond pertinent et intéressant et une pointe de fantastique qui, moi, permet d'avoir vraiment ce twist qui fait que ce n'est pas que un roman social. Et voilà, c'était la fin de mon bilan du mois de septembre. Et écoute, s'il y a des livres que tu as lus, que tu as aimés ou pas, n'hésite pas à commenter. S'il y en a qui te tentent et que tu as envie de lire, n'hésite pas à commenter. En tout cas, voilà, je suis toujours prête à lire tes commentaires si tu en as. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!